Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Pour le futur. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de la transidentité. C'est quoi un stéréotype de genre? Comment dépasser l'inaction? Comment prendre la parole quand on est invisibilisé? Est-ce que je suis privilégiée? Comment je me déconstruis? Comment faire face à l'angoisse? C'est quoi un biais raciste? Qu'est-ce que le patriarcat? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'allié? Pourquoi s'engager? Est-ce que toutes les luttes sont liées? Alors aujourd'hui, nous avons 3 invités. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors moi, c'est Rosa. Mes pronoms, c'est elle. Je suis militante à Meuf Trans Toulouse, qui est une association d'autosupport transféminine pour personnes en questionnement, femmes trans et personnes transféminines sur le spectre des non-binarités, qui existe depuis plus de 3 ans et demi maintenant, et dont j'étais la co-créatrice. Salut, moi c'est Athénaïde, elle aussi. Je suis une femme trans, je suis à Meuf Trans Toulouse également, mais depuis moins longtemps, moi depuis environ 1 an. Moi c'est Camille Adèle, j'utilise le féminin et le masculin. Je suis à plusieurs associations et collectifs, mais là aujourd'hui je représente Julie et Julie, qui est une asso de jeunes LGBT en général. Merci beaucoup d'être venu déjà. Et on va commencer par des bases. La première question, elle est, je pense, très complexe finalement à répondre, mais je pense qu'il faut commencer par là. Est-ce qu'on peut essayer de définir ensemble le genre? Est-ce que c'est une construction sociale? Est-ce que c'est quelque chose, une réalité réellement interne? Et est-ce qu'on peut peut-être faire la différence entre sexe et genre? Ok, nous on peut se lancer, on a prévu un peu une réponse. Quand on s'est posé la question avec Athénaïde, un peu genre c'est quoi le genre? La première chose qui nous est venue en tête, on s'est dit beaucoup de choses. Et du coup, on s'est dit que c'était une réponse qui était forcément située depuis une culture, depuis une société, depuis on va dire un continuum historique, tout ça. Et qu'en fait, c'est aussi une question qui est complexe parce qu'elle entrecoupe aussi plein d'enjeux politiques, de transformation sociale et de réalité aussi d'oppression sociale et d'historicisation de violences sociétales. Donc, on a l'impression que on a eu l'impression que c'était un peu compliqué de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est le genre? Du coup, on s'est dit un peu vaguement, c'est une construction, un rapport social entre les individus. C'est un ensemble d'attentes, de gestes, de présentations qu'on a les uns unes avec les autres, que c'est situé culturellement. Même si on vit dans une société où les représentations culturelles du genre sont plutôt des représentations de racialisation blanche. Ensuite, on voulait dire qu'on est quand même dans une société où le genre il reste bicatégorisé homme-femme, même s'il existe d'autres réalités de genre, notamment sur le spectre des non-binarités. Et même la différenciation pour nous, genre et sexe, elle est complexe. J'ai l'impression que socialement, il y aurait une volonté, ou dans certaines études, il y a une volonté de dire le sexe serait plutôt pour parler des attributs génitaux biologiques, donc qui peut être, on va dire, le format pénis ou le format vagin et les formats aussi et les formes aussi intersexuées qui existent. Mais aussi sur d'autres plans, le sexe dans les études, ça peut être utilisé pour notamment on va dire sur des approches politiques plus matérialistes ou certaines approches marxistes du genre qui vont utiliser le mot sexe pour parler plus de rapports d'oppression et entre notamment les classes hommes-femmes ou hommes, femmes, personnes queer. Donc c'est des réponses déjà qui sont un peu complexes pour nous. Donc voilà, on se situe un peu dans tout ça et on s'est dit qu'aujourd'hui on n'allait pas pouvoir répondre à tout ça et que c'était peut-être pas le sujet du podcast. Et moi j'avais envie de rajouter quelque chose de personnel aussi, c'est que en tant que personne trans, on m'a souvent quand j'ai commencé ma transition donc de femme trans, j'étais beaucoup dans les milieux du coup plutôt féministes. Avant ma transition, je me considérais comme un homme cis antisexiste. Je me disais pas pro-féministe parce que pour moi on pouvait pas être féministe quand on était un homme cis hétéro, tout ça. Et quand j'ai commencé ma transition, du coup, j'étais entouré de beaucoup de féministes cis, blanches, hétérosexuelles, avec quand même beaucoup d'envie de transformation sociale et d'apprendre tout ça. Et on m'a souvent demandé, genre, c'est quoi le genre? Et en tant que personne trans, il y a une forme d'attente sociétale comme ça, de genre, on devrait avoir plus de connaissances sur le genre, alors que je pense que le genre, c'est aussi un endroit de fou et de méconnaissance et de violence, et que c'est très multiple. Et du coup, genre, franchement,
moi, après toutes mes années, alors que je suis vraiment très intéressé sur les rapports sociaux de genre, je sais pas trop quoi répondre. Des fois, je dis c'est une histoire d'oppression et de privilège. Et des fois, je me dis, j'en ai juste aucune idée. Je sais juste qu'il y a des endroits où on sent mieux, des endroits qu'on va utiliser à des moments pour créer des luttes politiques. Moi, j'adore ta réponse. Genre, sur chaque phrase, je pourrais dire plein de trucs, mais moi, si je devais essayer tout ton truc là, de le condenser en une phrase qui dit, je dirais, le sexe, c'est un truc un peu corporel, qui dit, même si c'est construit aussi, c'est un truc corporel, qui dit, il y a des mâles et des femelles, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Et le genre, ce serait socialement, qu'est-ce que t'es? Il y a des femmes et des hommes, et un peu, parfois on arrive à se classer entre les deux, mais du coup, genre, les femmes sont traitées d'une manière dans une société genrée qui a des codes, et du coup le genre c'est ça, c'est dire une femme elle va être généralement traitée comme ça, et c'est ça les trucs genrés, c'est comment généralement tu vas être traité, et du coup mais après il y a plein de toutes les complexités. C'est important du coup de dire que c'est des codes sociaux qui évoluent dans le temps, qui sont différents dans l'espace, dans les différentes sociétés. Mais je pense pour un élément du coup de la question que vous n'avez pas trop basé sur, est-ce que c'est une construction sociale ou est-ce que c'est un ressenti? Je pense que le truc à voir, c'est que c'est un ressenti parce que c'est une construction sociale qu'on internalise. Et c'est le cas en fait pour la grande majorité de la plupart des catégories d'identification auxquelles on peut penser. C'est parce qu'elles sont sociales et qu'elles sont internalisées dans l'apprentissage social en grandissant et en évoluant dans une société donnée. Ok, génial. Merci beaucoup pour cette réponse hyper complète. Est-ce que c'était une question vague à laquelle j'avais pas du tout de réponse? Est-ce que du coup, pareil, définition de deux termes qu'on entend beaucoup, personne cisgenre et personne transgenre. Est-ce que quelqu'un peut définir ces deux termes? Pareil, parce qu'on en parlait beaucoup tout le long du podcast, donc peut-être il vaut mieux poser une définition au début. Je veux bien commencer. Alors moi, j'aime utiliser des définitions très très larges. Le problème, c'est tellement large que du coup, c'est pas forcément les plus utilisables, les plus utilisés au quotidien. Mais justement, c'est qu'on parlait que le genre, ce sont des codes. C'est de voir tout ce qui est transgenre, et même étymologiquement, c'est ça, trans, c'est qui dépasse, qui est au-delà. Transgenre, c'est les personnes dont l'expression et la performance de genre va au-delà des attentes que la société a d'elle. Et c'est pour ça que du coup, comme les codes évoluent dans le temps, ça fait que la définition évolue aussi. Et il y a 100 ans, une femme en costume et en pantalon, et ça a été complètement... c'était outrageux. Et, alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas parce que les normes de genre ont changé et que le fait de porter un pantalon est devenu acceptable dans le genre féminin. Ce qui fait que du coup, c'est plus forcément un acte transgenre. Mais du coup, voilà, transgenre, c'est vraiment tout ce qui est très large, tout ce qui dépasse de l'attente sociale. Et du coup, tout ce qui est cisgenre, donc si c'est au sein, c'est du coup toutes les personnes qui soit par choix, soit pour autre raison, restent à l'intérieur des attentes, et se conforment consciemment ou non à ce que la société attend d'elle. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais en gros, on est avec un corps sexué, on nous met dans une case, plus ou moins grande selon la culture, l'époque, etc. Et si on se sent bien dans cette case, on peut se nommer personne cis. Et si on se sent pas bien dans cette case et on est dans des attentes, enfin qu'on se sent mieux à d'autres endroits, on serait une personne trans, c'est ça? C'est pas trop mal, même si après du coup c'est quelque chose qui a c'est pas forcément un problème, mais c'est une définition qui inclut des gens qui ne se définissent pas eux-mêmes ou elles-mêmes comme transgenres. Et du coup, pareil, non-binaire et agenre, est-ce que on peut définir pareil ces deux termes avant de se lancer dans les débats? Quand on nous donne un genre, après il y a plein de situations où non, mais on nous donne un genre, on dit toi t'es un petit garçon, toi t'es une petite fille, et après quand un peu dans un parcours trans où on sort du coup on dit non, moi je suis pas ce qu'on a dit que j'étais, on dit qu'est-ce que je suis, moi quand j'étais petite j'étais un petit garçon, après je suis dit non je suis une femme, mais enfin j'aurais pu dire maintenant en fait je suis ni un garçon ni une femme, je suis non binaire, en fait je tombe dans une catégorie et j'ai un genre du coup et je vais être socialement quelque chose d'autre. Et du coup qui peut être défini d'une plein de manières. Je peux être agenre, ça veut dire que non, j'ai pas de genre, je suis pas un garçon, pas une fille. J'aurais pu être, je crois qu'on dit polygenre. J'aurais pu être, oui, je suis un garçon et une fille, et un peu, et en fait ça définit des identités sociales en fait.
différentes. J'ai un peu l'impression que tout le travail du coup de un peu ces dernières années des personnes militantes non binaires, quand même, qu'il y a quand même quelque chose qui ces dernières années a beaucoup évolué, même dans les sphères queer. Il y a vraiment une reconnaissance qui a augmenté aussi grâce à tout un tas de travail militant. Qu'aussi de dire que la non-binarité, j'ai l'impression que nous, par exemple, je sais qu'à Meuf Trans Toulouse, on a choisi de dire pour les personnes transfemmes, c'est aussi pour inclure les femmes trans et les personnes transfemmes non-binaires, mais en prenant la non-binarité comme un spectre où à l'intérieur, il y a agenre, polygenre, des personnes qui vont aussi se penser fluides, gender fluide, qui vont avoir des genres mouvants. Et du coup, nous, quand on dit utilisation du mot transfemme, en fait, on dit une personne qui, généralement, quand elle a été assignée garçon, et du coup, elle devient quelque chose d'autre, elle trans vers le féminin, mais en fait, ça peut être vers le féminin ou vers une non-binarité, un peu en général. Et c'est le terme parapluie qu'on a trouvé pour regrouper plein de vécus, qui parfois ont plein de choses en commun, et parfois pas. Et que du coup, ce mot transfemme, il a apparu, et c'est devenu un peu un truc aussi de coalition, mais qu'en fait, il faut quand même se référer que genre, quand on est une femme trans ou une personne transféminine, le truc d'être féminine, c'est aussi une injonction et une violence importante. Et qu'en fait, nos transitions, des fois, c'est autant c'est devenir partir de quelque chose qu'on a assigné garçon et être femme ou être non-binaire ou être juste autre chose. Et cette autre chose ou être femme, c'est vraiment dans la complexité des classes vers lesquelles on va, des classes de genre non-binaire, queer, femme, ou des fois, ça allait vers la féminitude, les glosses, les strass, l'hérésie. Et des fois, c'est juste, je sais pas, être comme la plus butch de tes copines ou être en fait juste avoir une envie de changer de pronom ou même pas. Et genre, enfin, il y a aussi un endroit où c'est, je pense, l'avancée des mouvements queer en général et transfemmes, ils permettent aussi ça. Ils permettent aussi de dire, bon, en fait, c'est plus complexe, il y a plein de choses. Et l'injonction à la féminité qui est d'autant plus accrue chez les personnes transfemmes, c'est une violence sans nom sur nos transitions où en fait, on transitionne pour se libérer de quelque chose et en fait, il y a toutes des attentes sociales qui blessent ces épanouissements et qui coupent un peu des formes d'ailes d'ange, on va dire. Et du coup, comme tu viens de dire, il y a plusieurs parcours différents en fait. On change pas forcément un physique. Donc du coup, ce parcours de transition que chaque individu a, est-ce qu'il y a un parcours type? Est-ce que c'est très différent? Peut-être on peut commencer par qu'est-ce qu'un parcours de transition peut-être? Alors, si tu demandes à l'hôpital public, oui, il y a complètement un parcours type. Et d'ailleurs, il y a un seul parcours. Pourquoi parler de parcours type? Il n'y a qu'un parcours. Il y a le parcours et c'est tout. Non, voilà, c'est qu'il y a vraiment une uniformité, une homogénéisation de tous les parcours de transition dans la médecine publique, qui du coup ne convient pas à beaucoup de monde. C'est pour ça certaines personnes du coup ne médicalisent pas justement parce que ça nécessite de passer par certaines administrations. Par exemple, je sais que c'est beaucoup plus populaire chez les personnes transmasculines que transféminines, mais le microdosage d'hormones consiste à du coup utiliser des quantités beaucoup plus réduites que ce qui est prescrit normalement entre guillemets pour une transition normale entre guillemets. Mais ça se fait pas, du coup on est obligé de passer par des voies, donc soit avoir quelqu'un qui a de la testostérone et qui peut en épargner une petite dose pour soi, ou soit faire des parcours avec la médecine libérale. Ça dépend des attentes des gens. Est-ce que mon corps me convient ou est-ce qu'il me convient pas, ou est-ce que c'est juste le rapport que la société a avec moi, ou dans ce cas c'est de se passer par des habitudes vestimentaires différentes, hein, du coup du langage différent avec d'autres pronoms, d'autres prénoms. Il y a vraiment toutes les combinaisons possibles parce que une personne qui est déjà naturellement très androgyne, pour se sentir non-binaire, va peut-être pas ressentir le besoin de médicaliser une transition et changer de prénom, changer de pronom, juste adapter le rapport au langage va peut-être lui suffire. Ou peut-être que non. Moi, si tu veux, je peux faire une sorte de réponse un peu genre qu'on présente à MTT quand... Moi, je pense qu'il y a la question de la transition. Déjà, il faut se dire que sur le temps d'une vie, une transition, ça peut être toute ta vie. Genre, t'es né et en fait, directement, tu te sentais pas bien dans le corps, pas dans le corps, mais dans le genre qu'on t'a attribué à la naissance. Et du coup, tu peux avoir genre, et ça dure jusqu'à ta mort, enfin jusqu'à la fin de ta vie, tout ça, au moins physique. Et mais aussi, pour moi, la transition, c'est aussi quelque chose qui peut être quelques années de ta vie
ou qui peut avoir aussi des allers et des retours, et qu'il y a aussi comme ça un endroit de la transition qui est pas connu, que la transition, en fait, tu peux être trans 6 ans dans ta vie, 2 ans, et puis ça s'arrête, puis ça revient, et qu'il y a aussi un endroit de la transphobie qui se loge dans l'impossibilité d'avoir des parcours où il y a du mouvement. Et c'est d'autant plus fort, notamment, j'ai l'impression, dans notre communauté, ce truc de quand tu transitionnes, tu dois être sûr, parce que tu as tellement l'impression que tu vas coûter à ton entourage, coûter à tes proches, que tu as tellement peur de vivre du rejet que quand tu le fais, tu dois être sûr. Alors que, en fait, une société, pour moi, qui serait incluante, c'est une société, oui, tu changes de prénom, ok, pas de souci, de pronom, ok, aujourd'hui tu t'es habillé comme ci, aujourd'hui tu t'es habillé comme ça, enfin, genre quelque chose qui permet vraiment cet endroit-là de mouvement. Mais sinon, j'ai l'impression que aussi dans une transition, il y a un peu plusieurs étapes. Moi, j'ai les étapes que j'appellerais genre pré-questionnement, qui peuvent être un peu des étapes psychiques, où on est comme dans un moment où on n'a pas les mots. Quand même, il y a une méconnaissance et il y a quand même une volonté politique de ne pas apprendre, de ne pas faire de pédagogie aux enfants, aux adultes sur les transidentités. Et ça, pour moi, c'est une volonté politique de silenciation qui va d'autant plus augmenter là, vu les résultats des dernières élections. Et c'est aussi là où il y a une importance quand même à se redemander un peu, genre socialement, politiquement, on va où et que des fois on se retrouve à voter pour des gens pour qui on voudrait pas, mais quand même c'est un peu moins pire. Et nous, par exemple, dans nos communautés, il y a des réelles conséquences matérielles. Et moi, je pense qu'un changement social, ce sera une éducation, avoir plus de thunes pour faire des formations dans les écoles primaires, enfin à tous les âges, tout ça. Du coup, il y a un peu un moment pré-questionnement qui est important, où du coup, des fois, on ne sait pas ce qui se passe. Ça peut être la personne du lycée que tout le monde pensait que c'était un garçon homosexuel parce qu'il y avait une manière de se comporter, de s'habiller, tout ça, de mouvements de main, et qu'en fait, se trouve être une Gwyn Butch au moment de sa transition, ou tout plein d'autres choses. Il y a le moment de questionnement. Pour moi, le moment de questionnement, c'est le moment où la personne va se dire « Ok, là, ça me va pas du tout ». Donc, dans le cadre de transition transfemme, bon, aujourd'hui, désolé à nos adelphes transmasculins, on est 3 transfemmes là, du coup, peut-être qu'on va parler de ça aujourd'hui. Ce moment de questionnement, donc c'est le moment où la personne va commencer à se dire « Ok, qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis ça ? Est-ce que je le suis pas ? Merde ». C'est souvent des moments psychiques où on est très faible, où on est très fragile plutôt. Parce que, en fait, c'est des moments où faut imaginer que le genre, c'est aussi une manière de se rassurer et d'exister socialement. Et du coup, changer de genre, moi, je pense qu'il y a, par la transition, une forme de violence sociétale que de la cisnormativité qu'on va se prendre dans les dents, parce que d'un coup, tout ce monde, il est plus fait pour nous. Il est plus construit pour nous. Et du coup, ce geste de transition, c'est une geste qui devrait être normal, mais qui contient en soi, genre, un truc de lutte face à une normalité. Donc ça, c'est le moment de questionnement. Et à ce suite de moments de questionnement, il peut y avoir du coup un début de transition. Donc bien sûr, là je le mets comme un truc, quelque chose de linéaire, mais alors il y a des allers-retours, ça peut être dans tous les sens. Oui, de toute façon, chacun a sa vitesse, je vais dire, je sais pas comment dire, mais bien sûr, il y a des gens qui en fait, je pense, ont des formes de transition psychique qui ont pas les mots, et un jour foutent un crop top et 2 mois après c'est Nathalie. Enfin, genre il y a un peu un truc qui peut aller comme ça, et des personnes qui vont passer 10 ans à se poser des questions, à être un peu sur internet, à machin. Et je pense qu'il est important et à faire en tant qu'allié, en tant que personne alliée ou en tant que personne trans, c'est comment on crée des espaces où il y a un accueil, un respect de la temporalité psychique de la personne. Comment en fait on crée un espace où la personne elle a vraiment le temps et le mouvement, l'espace pour faire ses allers-retours, ses venues, c'est tous les mouvements que la personne a besoin pour s'épanouir en sécurité, et que ça, son changement de genre, son évolution, son épanouissement aille avec un sentiment de sécurité et de bien-être et d'entourage. Et donc pour revenir, du coup, une fois qu'on se dit ok, let's go, Samantha, Nathalie, Brice, je ne sais pas, il y a 3 endroits un peu pour moi de la transition. Il y a la transition sociale, qui va être dire à ses proches, changer de pronom ou pas, changer de prénom ou pas. Donc c'est quelque chose qu'on annonce à son entourage, qui existe, qui matériellement fait déjà des choses. C'est déjà un endroit de la transition qui existe fort, parce que on peut vivre de la répression, du rejet, de la violence. Oui, et que c'est pas la même chose, en fait. Se situer socialement, on voit bien, je sais pas, si on pense à l'école, qui est quand même un lieu très genré, en fait, c'est pas la même chose si t'es un homme dans la classe ou si t'es une femme dans la classe, en fait.
Moi, c'est vraiment, moi, ça a joué personnellement pour moi. C'est ça aussi qui m'a fait trancher. Là, je voulais pas être un mec dans cette classe. Je voulais être une meuf. Et ça faisait sens et ça allait. Donc là, c'est ça que ça veut dire une transition sociale. C'est tu changes de rôle dans la classe, en fait. À ce moment-là, toi, je suis plus, je suis plus une meuf dans la classe. Je suis une. Ok. Et du coup, pour continuer, du coup, il y a donc cette transition sociale, comme a appuyé Athénaïde. Il y a une transition qu'on va dire qui va être plus médicale. Donc la transition médicale, elle va comporter plusieurs possibilités de transformation physique sur nos corps. Donc il y a les hormones qui nous permettent d'avoir des changements. Du coup, c'est une prise qu'on peut prendre pendant un temps ou pas un temps suivant ce qu'on fait. Il va y avoir une transition chirurgicale, enfin une possibilité de transition chirurgicale. Donc ça va être des opérations qu'on va faire pour se féminiser, se masculiniser ou juste se sentir mieux avec soi-même et plus BG, et que des fois ça correspond pas aux normes binaires. Et ensuite, oui, mais par exemple, pour des exemples sur c'est ce que ça veut dire en fait une transition médicale, c'est quelque chose que des personnes cis font aussi. Par exemple, en fait, c'est quelque chose pour s'affirmer dans son genre en fait. Par exemple, en fait, quand des hommes cis du coup vont faire des implants capillaires parce que leur calvitie les met mal à l'aise, ou ils voudraient s'affirmer du coup dans leur genre, ils font des implants capillaires pour changer leur implantation capillaire et du coup généralement avoir moins de calvitie. Et c'est un exemple de chirurgie d'affirmation de genre. Je me sens mieux dans mon genre et c'est quelque chose qui me renforce dans en fait ce qui est perçu socialement comme c'est quoi un homme, c'est quoi un rôle masculin, un genre masculin. Et du coup on peut faire la même chose du coup que ce soit pour une chirurgie du coup pour s'affirmer comme un homme, ou une chirurgie pour s'affirmer comme une femme. Même chose pour les personnes trans du coup. En plus du coup il y a les hormones, la chirurgie. Et après, il y a d'autres choses qui peuvent être faites, comme genre, il y a l'orthophonie pour apprendre à utiliser sa voix, avoir une voix qui nous correspond mieux, tout ça. Et le troisième pan, ce serait la transition administrative. Donc là, ça veut dire changer au niveau des papiers et de l'administration. Ça, je me rends pas compte, mais aujourd'hui, c'est compliqué, changer administratif. Oui, c'est trop compliqué. Okay. Et c'est trop compliqué. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse aller à la mairie, dire maintenant c'est Michel, mes pronoms c'est il, à elle, je sais pas quoi, et c'est fini. Mais non, pour l'instant, par exemple à Toulouse, je crois qu'il y a, entre le moment où on lance la démarche et on a un résultat, il y a plus d'1 an d'attente. Enfin, plus d'1 an. Il faut un médecin qui dit quelque chose, ou est-ce qu'il y a des prérogatives Il y a plus besoin de officiellement, il n'y a plus besoin de médecin depuis la loi de modernisation de la justice pour le 21e siècle, qui a été une grosse loi qui a mis beaucoup de temps et qui change beaucoup de choses, pas que pour les trans. Positivement okay. Parce que déjà, ça fait que pour les trans, il n'y avait jamais eu de loi. Les changements d'état civil, c'était que de la jurisprudence qui avait été établie par des cours de cassation à chaque fois que la France se faisait taper par les doigts par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors au début, on a le droit. Puis un jour, Coccinelle, qui est une femme trans, une danseuse de cabaret, transitionne, se marie avec un homme à l'église. C'est très médiatisé. Et je ne sais plus quel sociologue dit que c'est sûrement l'événement qui fait tellement polémique qu'il y a un rétropédalage complet et qu'on n'autorise plus aucune transition. Sauf que la Cour européenne des droits de l'homme dit non, c'est une atteinte aux droits des personnes à la vie privée. Donc à partir des années 90, on réautorise à condition qu'un psychiatre diagnostique un syndrome de transsexualisme réel. Voilà, qui est un gros truc qui est déjà passé de mode depuis, à ce moment-là, c'est déjà passé de mode depuis 20 ans dans les milieux psychiatriques. Donc là, la France, on est une très mauvaise élève en fait à ce moment-là. La France est très mauvaise élève, même aujourd'hui, que du coup, alors on a quand même rattrapé un peu le retard, on est quand même très en retard. Mais on a quand même du retard sur les Européens, les autres Européens. Sur les autres Européens, sur les... ouais. Okay. Mais on autorise, après du coup, à partir de 92, c'est autorisé, je crois que c'est 2015, parce que ça faisait qu'il y avait comme c'était pas dans la loi, il y avait des trucs très drôles, et je sais plus dans quelle ville c'était. Ah oui, du coup, il fallait le psychiatre, mais il fallait aussi qu'une opération de réassignation sexuelle ait été faite. Mais dans je sais plus quelle ville c'était, où il y avait une situation très drôle, où le tribunal refusait de donner les papiers si l'autorisation n'avait pas été faite, mais les chirurgiens, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait d'erreurs, ne faisaient pas les opérations s'il n'y avait pas eu les papiers. Et ben nickel. Ce qui est absolument très pratique. Mais du coup, ouais, je crois que c'est genre en 2015 qu'une ministre demande aux tribunaux d'être un peu plus clément, parce que ça fait quand même beaucoup de bazar.
Parce qu'en plus, évidemment, 2 tribunaux ne peuvent pas avoir les mêmes demandes et c'est un foutoir pas possible selon les villes. Ouais, du coup, c'est un petit peu simplifié, mais après, il faut qu'il y ait que 3 femmes trans portent plainte contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et justement, c'est le fait que cette menace, qu'il y ait encore il y a encore des avertissements, mais la menace que ce procès puisse vraiment porter préjudice contre l'État, ça fait que c'est un des éléments qui fait que maintenant ça entre dans le droit. Du coup, depuis fin 2018, je crois, ou fin 2019, je ne sais plus. Je me souviens que c'était en octobre, mais de quelle année je ne sais plus. Et là, c'est du coup quand même un assez grand point d'avant parce qu'il n'y a plus besoin officiellement, il n'y a plus besoin de papiers médicaux. Il faut juste prouver qu'on vit dans le genre qu'on revendique. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que il faut avoir des lettres de ses proches qui dit je connais Bidule, c'est une femme depuis, nous a dit qu'elle était trans, je confirme que c'est une femme et là du coup c'est tous les trucs très clichés où faut elle met des robes, elle met des robes et se maquille. Okay. Voilà, et là c'est justement on prouve qu'on se conforme aux attentes sociales du sexe qu'on revendique, mais il y a plus, c'est en théorie plus exigé qu'il y ait des papiers. Même si aujourd'hui il y a des juges qui disent moi j'accepte que les demandes où il y a des changements médicaux parce que moi ça me rassure. Donc même si quand les juges disent clairement moi la loi je m'en fous un peu, bon on est quand même un peu en retard. Moi j'aimerais juste faire une petite parenthèse parce que je trouve ça super intéressant quand tu dis ça. La question du genre, c'est la question d'être rassuré et qu'il y a un fonctionnement sur lequel on a construit un équilibre. Et que en fait sur la question de la transphobie, c'est aussi un moment où les gens projettent leurs angoisses de transformation et de ne plus trop savoir, et que nous quand même en tant que personnes trans on se retrouve à devoir dealer beaucoup avec d'angoisses autour de nous qui ne nous appartiennent pas, parce qu'on a toujours existé, on existera toujours, on sera toujours là, juste ça ne nous appartient pas. Du coup voilà, je trouvais que ton exemple était super, genre c'est génial quand il se out comme ça, t'es là, merci, un peu d'honnêteté en fait, je vais gérer tes angoisses en fait. Juste pour la partie sur les prénoms, parce qu'avant les prénoms ça se faisait au tribunal, c'était des demandes très longues, et ce qui fait qu'il y a le problème, et là pour le coup c'était pas les procédures pour les changements de prénoms ont été simplifiées. Là les procédures pour les changements de prénoms je m'y connais très bien parce que ça c'est mon sujet d'étude, mais c'était beaucoup simplifié, surtout pour les personnes cis, parce qu'en fait les personnes trans c'est qu'à peu près 10% des demandes de changement de prénom. Parce qu'un problème qu'avait le droit, c'est que des gens se rendaient compte à genre 40 ans, quand ils allaient refaire leur papier, parce qu'il fallait un passeport ou il fallait refaire la carte d'identité, qu'en fait leur prénom était mal écrit, parce que eux ils avaient toujours écrit avec 2L, 2N ou je sais pas quoi, avec un S, un T ou je sais pas quoi, et qu'en fait ça faisait beaucoup de problèmes parce que des gens du coup se baladaient avec des faux papiers sans s'en rendre compte. Mais comme fallait passer devant un tribunal, que souvent fallait un avocat, mais ça coûtait cher, ça demandait du temps, et en fait personne s'emmerdait à aller faire ça parce que c'était beaucoup trop compliqué pour si peu. Et du coup c'est pour ça qu'on a simplifié les changements de prénom. Aujourd'hui c'est en mairie, donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus accessible que de devoir se pointer au tribunal. Il y a quand même des délais, donc ils sont un peu moins longs, beaucoup moins longs. Mais du coup aujourd'hui les changements de prénom c'est beaucoup plus simple. Et ça peut se faire même avant toute autre démarche, et c'est vraiment le seul point sur lequel la France est un retard acceptable entre guillemets. Mais là tu parles du prénom, tu parles pas du prénom. Ouais. Ok. Mais sexe sur la carte d'identité par exemple, là c'est beaucoup ça, plus compliqué à changer. C'est ce qu'on disait. Ouais, c'est au tribunal. Moi, je veux juste dire un petit mot pour toutes les stars trans qui nous écoutent et qui voudraient peut-être changer mon truc, mon identité à l'état civil et tout. Ouais, c'est pas facile, mais sors de ton lit, fais-le. Genre, en fait, ça se fait. Et force à toi, quoi. Tu peux le faire, tu demandes de l'aide, tu regardes sur Internet et tout. Ça se fait. Contacte tes assos locales. Ça fait toujours plaisir de faire une petite attestation, demande à tes proches. N'hésite pas à dire des trucs qui sont pas vrais si ça te permet d'aller plus vite, ou de dire des trucs qui vont faire avancer. Par exemple, il y a toujours cette possibilité-là en fait politique face à la justice de genre est-ce que si je suis une personne, par exemple une femme trans lesbienne, est-ce que je vais le dire ou est-ce que je vais plutôt jouer le truc de la femme trans hétéro super maquillée pour juste que ça aille vite.
mais genre qu'il y a plein de manières de le faire et que il y a toujours des adelphes qui seront là pour lutter à tes côtés ou pour t'aider à magouiller s'il y a besoin et que voilà, on fait bien comme on peut, quoi. On a beaucoup parlé de changement de prénom, etc. Et du coup, on entend souvent parler de dead name. Est-ce que quelqu'un peut le définir? Et surtout, pourquoi c'est important de... Enfin, qu'est-ce qui est important avec ce dead name, justement? Moi, je voudrais faire un petit big up à mes parents qui ont appris il y a 2 semaines ce que c'était un dead name, alors que ça fait 7 ans que j'ai fait mon coming out, que ça fait 7 ans que je leur ai dit que je suis trans, et voilà, et je suis là. Donc en fait, il n'y a pas besoin de comprendre tous les termes pour parfois être une personne sympa. Mais du coup, dead name, ça veut dire, en fait, on désigne généralement l'ancien prénom d'une personne trans, ça veut dire la personne trans qui a choisi un nouveau prénom, qui a changé de prénom, et du coup, elle a un nouveau prénom, on dit son ancien prénom, c'est son dead name, le nom il est mort. En français, les fans de langue française pourront dire morinon. Et en fait, on dit généralement dead name, c'est un peu un gros mot parce qu'on n'aime pas. Il y a un côté, en fait, pour plein d'aspects, en fait, comme c'est un peu dur des fois d'être trans, de me dire, en fait, comme on a dit, il y a plein de choses où on nous renvoie, on nous projette des angoisses dessus. Qui on est, parfois, il faut être solide sur ses appuis et tout. Et du coup, si tu utilises mon ancien prénom, tu me renvoies à quelque chose auquel j'ai pas forcément envie d'être à cet endroit-là et tout. Et du coup, t'es un peu, c'est un peu comme si tu me rappelais un sobriquet ridicule de ma jeunesse, quoi. En fait, j'ai pas forcément envie d'être appelé comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de respecter les prénoms des chaque personne trans. Il y a un truc un peu, en fait, pour une fois, j'ai une personne qui va dans mon sens et merci, quoi. En fait, c'est ça qui est cool, quoi. C'est pour ça qu'en fait c'est important. C'est pas un truc religieux, quoi. C'est un truc un peu, en fait, il faut soutenir les gens et identitairement c'est difficile d'être, que pour une personne trans ou pas. Et du coup, en fait, respecter son prénom, c'est ça. T'appelles pas ta boulangère, tu l'appelles pas monsieur, en fait. Si tu faisais ça toute la journée, au bout d'un moment, vraiment, ça le ferait péter un plomb, quoi. Aussi, j'ai l'impression qu'il y a un truc de voir, je pense, qu'on est en relation entre personnes trans ou quand on rencontre une personne trans, c'est aussi de laisser le temps à voir comment la personne va parler de son parcours et parler d'elle-même. Il y a des personnes trans qui vont être très à l'aise avec leur dead name ou avec leur prénom d'avant, et le fait qu'avant, par exemple, si c'est une femme trans ou une personne trans féminine, avant c'était un garçon et maintenant c'est une personne trans femme. D'autres personnes vont dire non mais moi en fait j'ai toujours été une femme, juste à un moment de ma vie j'étais une femme qui a dû dealer avec le fait qu'elle était considérée comme un homme cis dans la société, et c'est l'enjeu maintenant de ma thérapie et de mes traumatismes, parce qu'il faut quand même penser que c'est un traumatisme fort d'identification, surtout si c'est quelque chose qui existe dans la psyché depuis le jeune âge. Donc c'est vraiment des individus qui sont construits socialement autour de violences, de non-reconnaissance, tout ça. Donc c'est pas le cas de toutes les personnes trans. Les personnes trans qui sont très bien dans leur parcours et ce qu'elles ont vécu. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette question-là autour du dead name. En fait, dans notre communauté, il y a un truc de respecter comment la personne va parler d'elle-même. Genre c'est comme moi, des fois, je trouve ça très bien que de plus en plus on se demande les pronoms. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a aussi un truc bien de laisser la personne aussi se genrer et de reproduire par mimétisme un peu comment la personne va faire. Et si en fait la personne avant sa transition, quand elle est enfant, elle parle d'elle avec son nom d'avant et le genre qu'on lui avait assigné à la naissance, super. Si on voit qu'elle fait différemment, elle fait différemment. Et je pense que ça c'est important à dire, qu'en fait la violence du dead name, des fois c'est pas juste mais en fait c'est mal avec mon prénom, c'est que des fois en fait ce dead name il me ramène aussi à tout un tas de traumatismes que j'ai vécu et de violences, et que transitionner des fois c'est aussi sortir tous les mécanismes de défense que j'ai eu pour survivre dans le genre qu'on m'a attribué qui me correspondait pas, avec lequel j'ai vécu tout un nombre des fois de violences. Donc ça peut être au sein de relations sexo-affectives, de violences sexuelles ou de violences relationnelles, ça peut être des violences professionnelles, des violences dans mes études, des violences dans la famille, des violences dans mon club de rugby ou je ne sais pas quoi. Et du coup c'est un peu des fois à retoucher là-dessus. Et voilà. Donc c'est juste pour dire que quand même il y a tout un truc autour du dead name, mais en fait c'est pas vraiment la question du dead name. La question c'est en fait les vécus trans, c'est des vécus de joie, d'euphorie, et des fois c'est seulement ça, et des fois aussi c'est des vécus qui ont eu à faire avec de la violence, et que du coup entre personnes trans, des fois on peut avoir des blagues qu'on se permet de faire parce qu'on se permet d'avoir de la décharge, on peut avoir une possibilité de se parler depuis le respect et l'entente, mais voilà, c'est juste pour dire, moi je crois que je tiens juste à dire ça, qu'en fait la question c'est jamais vraiment le dead name, la question c'est les traumatismes, c'est comment on reconstruit de la sécurité dans un endroit ou dans une société qui voudrait en fait qu'on n'existe pas, nous effacer. Il y a le fait que alors après peut-être que je me trompe et que je les connais pas, mais quelque chose qu'il n'y a pas vraiment d'insulte spéciale pour les trans en français, contrairement à l'anglais où là il y en a en français, il n'y en a pas vraiment, et ce qui est souvent en fait l'insulte privilégiée contre une personne trans, c'est pas forcément l'insulte privilégiée, mais une des insultes privilégiées,
ça va être d'utiliser le prénom de naissance. Parce que c'est un peu une façon, moi je vois comme un peu une façon de dire, en fait, tout ce que tu as fait, ça sert à rien et je te renvoie à la case départ. Ouais, et pour rajouter là-dessus, c'est que faut imaginer que quand on est trans, on vit dans un gaslight général. Dans gaslight, ça veut dire qu'on te fait exister une réalité sur toi qui n'est pas ta réalité. Et on te dit que ce que tu vis, ce que tu vois, les codes que tu vois ne sont pas réels. Et c'est une violence psychique énorme, traumatisante. Et qu'en fait, transitionner ou aller vers quelque part en dehors du coup du genre attribué à la naissance, c'est une sortie du gaslight et c'est avec tout ce que ça va. Donc c'est apprendre à se dire, ok, en fait là vraiment, ce n'était pas vrai ce qu'on m'a dit, ce n'est pas vrai ce qui a existé. Là, ma réalité, c'est ça, c'est une affirmation de sa réalité. Donc aussi aider une personne trans, être son allié, c'est l'appuyer dans ses affirmations, être là pour la soutenir, être là pour l'écouter, et que du coup genre nier tout ça, c'est ramener la personne dans ce gaslight, et c'est du coup ramener cette personne face à tous ces traumatismes pré-transition, pré-questionnement, questionnement en transition. Et c'est quelque chose, au final aussi, je pense, c'est là où il y a une sorte de stress transgenre, c'est qu'en fait cette chose-là, en fait, à chaque moment de notre transition pourra être amenée. Genre, je pense, Cocteau, la personne que tu te parlais, ça m'étonnerait pas qu'en fait, à ses 60 piges, il y a encore des personnes qui viennent la chercher en appelant par son dead name. Et que du coup, s'il y a aussi comme ça ce stress qui fait que aucun droit n'est acquis, aucune sécurité acquise, à tout moment, on voit avec la montée du RN de l'extrême droite, et on va dire, pas la montée, mais genre la toile qui continue à se répandre, et qui a toujours au final été là, du fascisme et du racisme en France, qui nous redit qu'en fait on n'est pas en sécurité, qu'il y a une réelle lutte collective et globale encore à mener, qu'il ne faut pas lâcher le terrain, sinon en fait on va prendre trop cher. Donc on entend aussi beaucoup parler de dysphorie de genre. C'est quoi votre rapport à ces termes? Est-ce que c'est pathologisant? Est-ce que c'est un terme que vous utilisez entre vous? Mais la dysphorie de genre, on va dire, c'est la sensation du coup que le genre que nous attribue la société, ou les attentes de genre que la société a envers nous provoquent un mal-être. Donc on dit notamment que les personnes trans transitionnent parce qu'elles ont un vécu très fort de ce mal-être. Et du coup, c'est une sortie de la dysphorie de genre d'aller vers sa transition pour aller vers de l'euphorie de genre. Donc ça, c'est un peu une vision caricaturale. Moi, je pense que c'est plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de vécu que ça, qu'il y a des personnes qui vivent juste de l'euphorie de genre et qui n'ont pas vraiment de problème de dysphorie de genre à la base, mais qui vivent juste beaucoup de plaisir à faire ça. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Et que moi, je pense aussi qu'il y a une manière de parler. Je pense que si on parle de questions de genre et de rapports sociaux de genre, je pense que la dysphorie de genre, c'est aussi quelque chose qui est généralisé aussi aux personnes cis, qui est pas à la même manière. Je pense que c'est vraiment des différences de violence qui peuvent être vécues et qui peuvent être faire vivre, je sais pas comment dire, par la société. Mais je pense que dans cette société qu'on est, être un homme, une femme, cis, c'est aussi un endroit où on va avoir des dysphories parce qu'on va pas correspondre à des endroits qui sont attendus de nous. Donc voilà. Et que pour des personnes, vraiment, c'est pas ça qui va définir la transidentité. Vraiment, il y a une volonté de définir la transidentité par le mal-être, le traumatisme, tout ça. Pour des personnes, c'est juste du fun. Ces transitudes-là, donc transitudes comme le chemin de transition, sont importantes. Il faut les visibiliser parce que le pouvoir va nous voir souffrir, va nous voir au cimetière, va nous voir malades, va nous voir mauvaises. Et il y a aussi quelque chose à dire de juste la joie, en fait. Si je peux juste, du coup, parce que tu n'avais pas parlé du coup de la question si c'est pathologisant. Alors, entre guillemets, oui, parce que la dysphorie de genre, c'est un terme issu de la psychiatrie. Mais d'un côté, c'est pas parce que quelque chose est pathologisant que c'est forcément mauvais. Ce qu'on le voit, c'est ça a été un peu le cas il y a plus d'un siècle avec le mouvement uraniste chez les gays, où l'intérêt de dire que l'homosexualité, c'est quelque chose qui était dans le corps, qui était dans l'âme. Mais du coup, l'intérêt de dire ça, c'est que ça rejette la culpabilité parce que c'est pas ma faute. Je suis né comme ça. Donc c'est ça aussi l'intérêt de quelque chose de pathologique, c'est que ça retire la culpabilité de c'est pas ma faute. Ok, donc du coup on a fait les définitions, normalement on a les bases pour pouvoir discuter et toutes se comprendre, tous et toutes se comprendre. Question un peu plus politique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un ou une TERF? On dit une TERF peut-être. Qu'est-ce que c'est qu'une TERF et en quoi c'est un problème de plus en plus présent actuellement dans les milieux militants? Ok, donc moi je comprends qu'en France on utilise le mot TERF. TERF, c'est un acronyme, c'est ça, c'est un acronyme, on dit, ouais. Un acronyme de
Trans exclusionary radical feminist. Voilà, ce serait des féministes radicales qui excluent les personnes trans. Moi, je pense que ça va être une hot take, dans le sens où je pense qu'il y a des gens qui vont avoir un désaccord. Donc ça, c'est ma parole de moi, Rosa, et c'est pas au nom de MTT. Moi, je pense TERF, ça veut juste dire personne réactionnaire transphobe. Genre, le mot féministe, elles peuvent se le prendre comme les féministes d'extrême droite, si elles le veulent, mais je pense que ce n'est pas les féministes, c'est juste un mouvement réactionnaire transphobe. Et c'est juste le nom de ça, en fait. Et voilà, je crois que c'est juste ce que j'avais envie de dire sur les TERF de mon côté, et parce que je suis en colère, et que c'est une réelle question un peu avec la montée de l'extrême droite, où justement ce mouvement monte, et en France, on a une histoire assez forte avec ça, où en fait les TERF qui ont vraiment pris de la place. Donc je vais pas dire le nom pour pas leur faire de la pub, parce que elles ont assez de pub comme ça. En fait, se trouvent à avoir été des personnes qui viennent de soi-disant milieux féministes radicaux, tout ça, et là qui maintenant publient des livres aidés par des personnes d'extrême droite, dans des éditions où d'autres personnes d'extrême droite sont éditées, enfin genre avec quelque chose de très proche là-dessus. Moi, je vous conseille d'aller voir il y a une vidéo de XY Media qui est un média transféministe, on va dire, dans le sens qui est fait par des personnes trans, pour des personnes trans et autres. Et il y a beaucoup de contenu là-dedans, c'est vraiment très intéressant, qui parle notamment un peu du mouvement TERF, et il y a plein de choses là-dessus. Voilà. Ouais, peut-être juste un petit point à rajouter. Du coup, aujourd'hui, on utilise l'acronyme anglais du coup TERF. J'ai l'impression qu'il a été complètement accepté, mais à une époque, il me semble qu'on parlait l'opposé des féministes, on parlait de femalistes. Du coup, parce qu'il y a cette obsession sur la dichotomie sexuelle, sur la physiologie, dont on peut pas en ressortir quelque chose vraiment. Ça influe absolument tout dans la société, et il n'y a pas moyen d'en échapper. C'est imprimé dans la psyché, dans le corps, dans l'ADN, dans tout ce que tu veux. Du coup, moi, j'ai une question, parce que souvent, quand j'attaque les TERF, on me pose cette question et je ne sais pas y répondre, donc j'aimerais que vous me donniez les arguments. Qu'est-ce qu'on dit quand, par exemple, les TERF disent, mais du coup, ils n'ont pas été socialisés pareil. Donc, du coup, les transfemmes, donc les TERF disent, bah, du coup, ils ont été socialisés hommes, donc il y a une sorte de privilège. Moi, ce que je réponds, ils me disent c'est que du coup, il y a des discriminations encore pires, puisque c'est des personnes transfemmes, donc c'est pire. Est-ce qu'on met une hiérarchie dans les discriminations? Je ne sais pas, mais c'est des discriminations très très fortes. Moi, je dirais pire que les femmes cis. Donc, c'est ça que je réponds, mais en fait, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut que je réponde. Moi, je trouve ça super intéressant, parce que la socialisation, c'est vraiment un endroit où ce qu'on va appeler le cisféminisme, donc le féminisme qui s'ancre à partir de vécus cisgenres, a vraiment un angle mort, et pour moi, des formes de... Je vais parler pas avec un mot qui correspond, mais qui correspond un peu, mais une forme d'ignorance, je pense, de nos parcours, et je pense que cette ignorance, elle est politique. C'est qu'en fait, moi, je pense qu'en effet, la socialisation et le monde genré, il influe sur nous. Ça, c'est une réalité, on va pas dire le contraire. Sauf que moi, je pense que on n'a pas les mêmes rapports à notre socialisation suivant nos réalités d'orientation romantique, si on est homosexuel ou hétérosexuel, ou si on est une personne trans ou cisgenre. Il y a des formes de personnes qui vont embrasser une socialisation et la performer fort, qu'elles soient trans ou cis, et d'autres personnes qui vont avoir un autre rapport à cette socialisation. Et par exemple, dans les vécus donc transfemmes, il va y avoir toutes sortes de formes, et qu'en fait souvent cet argument de la socialisation, il est utilisé pour détruire les personnes trans en début de transition, parce que le genre, c'est une performance, c'est quelque chose il y a des systèmes de répression autour de nous pour nous pousser à performer ce genre au quotidien. Et du coup, dans une transitude, c'est pas pareil une personne qui transitionne depuis 10 ans, qui du coup vit avec une société autour d'elle qui s'articule d'une autre manière, qu'une personne qui commence juste à transitionner. Et c'est pas pareil pour, par exemple, une femme trans qui avance sa transition depuis toute petite, le sait, et deal depuis toute petite avec, ok, je dois réagir à ça ou pas, comment je me sécurise dans cet endroit-là, tout en ayant du coup une forme de dissociation avec son être et sa réalité de joie et d'épanouissement qui va être complètement différente. Et que moi, je pense qu'il serait très intéressant aussi à développer dans les questions féministes, ou plutôt en général dans la question des relations sociales de genre. C'est comment en fait le genre, c'est aussi un rapport de privilège et de répression.
Et qu'en fait, du moment qu'on se situe à un autre endroit, on n'a plus accès aux mêmes privilèges. Par exemple, en tant que femme trans ou en tant que personne trans, on n'a plus accès, il n'y a pas accès, là, cette société, elle va pas nous donner ces trucs-là. Et que, en fait, moi, je sais qu'en transitionnant, ce qui m'a fait aussi du bien, c'est de voir, en fait, que, genre, par exemple, les trucs qu'on va souvent dire aux hommes qui coupent tout le temps la parole, qui parlent que d'eux, tout ça, il y a un peu un truc, moi, qui me fait souvent rigoler parce que, en transitionnant, je me rends compte que c'est un peu du bullshit, que c'est un peu quelque chose que tout le monde fait, mais certaines personnes vont vivre de la répression pour ça, et d'autres personnes vont vivre un appui. Et que du coup, il y a une question, en fait, la question, c'est pas la sociabilisation pour moi, c'est pas genre les gestes, la question, c'est, ok, en fait, c'est quoi qu'on veut vivre ensemble? Est-ce qu'on veut vivre ensemble à un endroit où les gens ont leur place? On veut vivre ensemble avec des formes de commun dans nos sociétés qui vont privilégier des manières de parler, des manières d'être, et que tous ces communs-là ont une place. Il y a une question des communautés et des communs qui a privilégié dans notre société. Et la sociabilisation, moi je pense que c'est une réalité. Et c'est aussi du bullshit parce qu'en fait, il y a plein de manières. Moi je sais que mon rapport à ma sociabilisation, par exemple, qui aurait été une sociabilisation d'homme cisgenre en pré-transition, en fait, moi, j'ai juste un rapport de survie en fait à ma sociabilisation. Moi, je viens du Sud-Ouest, j'ai fait du rugby, j'étais dans les rapports les plus masculins dégueulasses du monde. Il y avait l'extrême droite, le rugby et l'armée dans mes villages. Pour moi, avoir performé le rôle masculin, c'est une manière de survivre dans les agressions sexuelles dans les douches. Ensuite, des fois, devoir me battre pour ne pas reprendre de la violence ensuite. Et que tout ça, c'est un système très violent dans l'enfance parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas les armes, on n'a pas les soutiens, on n'a pas les alliés. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer. Et il y a un gros enjeu à avoir autour de l'éducation, en fait, de l'éducation, la visibilisation pour que d'autres communautés puissent un peu se créer. Après, c'est déjà quelque chose que toi, tu as déjà dit, mais c'est quelque chose, en fait, c'est une réponse qu'on a déjà depuis des décennies parce que c'est dans un... Je ne sais plus dans quel livre c'est, je crois que c'est dans celui de 93, mais Lazy Famer, qui est une grande figure du mouvement politique trans aux États-Unis, qui avait déjà posé parce que cette question existait déjà, l'argument de la socialisation primaire. Mais la question, c'est est-ce qu'un garçon efféminé et une fille masculine vivent leur socialisation primaire de la même manière? Et moi j'ai envie de dire que je ne sais pas si j'ai une socialisation primaire masculine. En tout cas, je crois que quelqu'un a dû se tromper à un moment parce que ça n'a pas très bien marché. C'est si les socialisations primaires sont censées marcher si bien que ça, être tellement imprégnées, en théorie, on pourrait se dire qu'en théorie, il ne devrait pas y avoir de personnes trans. Mais dans les faits, il y a des personnes trans, donc ça ne doit pas être un tel trou noir dont on ne peut pas y rééchapper. Moi, je pense, en fait, si ouais. Parce qu'en fait, j'ai des choses à dire. Parce qu'en fait, la question sous-jacente, en fait, les personnes, du coup, qu'on dit TERF, mais où on pourrait dire transforme en général, mais TERF, quand elles essayent d'avoir un vernis féministe, on peut dire. En fait, qu'est-ce qu'elles essaient de dire, en fait? Généralement, c'est les femmes trans qui sont agressées, qui sont attaquées, qui sont vues, en fait, comme des agresseuses ou juste des agresseurs en puissance. Parce qu'en fait, elles sont essentialisées en mode, en fait, non, il y a une nature masculine profonde qui fait que cette personne va agresser des gens et va être une prédatrice sexuelle. Et en fait, que ce soit dit avec du coup une nature profonde ou que ce soit dit avec elles ont été socialisées comme ça, elles ont appris ça au primaire. En fait, c'est quelque chose, ça c'est faux. En fait, les gens changent, les gens apprennent des choses. En fait, oui, il y a plein de choses. Il y a la culture du viol dans notre société, c'est nul. Mais c'est pas parce que vous êtes une femme que vous y échappez. En fait, tout le monde apprend à mal se comporter avec les gens. Il faut apprendre à bien se comporter avec les gens. Et il n'y a pas un truc essentiel, il n'y a pas un truc je l'ai appris une fois comme ça et ça fait que tu te comportes bien. Mais du coup, il faut regarder les choses en face et dire en fait comment on crée des cadres pour bien se comporter avec les autres. Parce que moi je pense que c'est important de pas être hypocrite par rapport à ce que disent les discours TERF. Elles disent en fait non, ces personnes-là, elles vont agresser des gens. C'est faux. Surtout, ça donne, je trouve, une excuse aux hommes cis. C'est que si c'est si naturel et dans la socialisation, du coup, c'est normal qu'ils agissent comme ça. Alors que non, en fait, on peut vraiment, ne pas être un agresseur, c'est faisable. En fait, il suffit de se questionner et de changer. Moi, je dirais, c'est faisable, mais en fait, j'aurais un discours un peu nuancé en mode, en fait, il y a plein de choses dans la société qui nous poussent à l'être. En fait, il y a un truc. Moi, je pensais parler de culture du viol. Il y a quelque chose, en fait, vraiment. En fait, c'est pas que au niveau de l'individu que les choses se jouent. En fait, il y a
on apprend à des gens éduquer quand des discours féministes très simples, éduquer vos fils, c'est ça dont il est l'enjeu en fait. Et il faut éduquer à pas agresser des gens en fait. Parce que je pense que parler des agressions sexuelles, ça me semble important ici. Petite pub pour notre futur podcast. On reçoit La Petite et Échappe dans quelques mois et on va parler de culture du viol, justement, ça va être notre sujet, donc on va pouvoir en parler de ça. Super. Comment la transphobie, elle se manifeste dans la précarité à l'emploi, dans les institutions, etc. Est-ce qu'il y a des formes spécifiques de violence subies par les personnes trans dans ce contexte ? Ok, alors nous on a préparé un peu avec Athénaïde une réponse à ça. On a fait un peu des recherches sur Internet. Il faut savoir que là, tout ce que je vais dire, ça vient beaucoup d'une étude qui a été faite par le Flirt. Le Flirt, c'est une asso, un groupe de Paris transfemme qui je vous conseille de suivre sur Instagram, suivre un peu partout sur tous les réseaux. Ces recherches disent que 2/3 des personnes transgenres vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc ça veut dire moins de 1 200 € par mois. Et 33% des personnes transgenres vivent avec moins de 600 € par mois. Donc ça déjà, c'est pour moi genre une conséquence matérielle directe de la transphobie, de l'accès à l'emploi. Ensuite, à cette précarité financière s'ajoute très souvent l'expérience de traumatisme tels que violence familiale, vécue par 60,9% des personnes trans, ou dans l'espace public, 81,4% des personnes trans, selon l'étude de Virage LGBT menée par l'Institut national des études démographiques, auquel s'ajoute souvent le poids du harcèlement et souvent de l'impossibilité de s'en extraire sans perdre un emploi, la perte de trimestres de cotisation retraite pendant les périodes post-opératoires en relation avec la transition de genre. Donc c'est pour dire que en fait, on va se retrouver en tant que personne trans avec très peu de possibilités d'emploi. Souvent, les emplois qui sont pour nous les plus simples, ça reste le travail du sexe. Ça va être des fois les emplois autour du spectacle. Ça va être des emplois où on va pas forcément avoir beaucoup de rapports avec une clientèle ou une patientèle. Et du coup, on se retrouve souvent dans des équilibres avec beaucoup de rejet et beaucoup d'isolement, qui font que on est très fragile et que des fois on préfère vivre, la communauté trans, les personnes trans vont préférer vivre du coup de la violence, la discrimination au sein de leur emploi et vont être obligés de garder cet emploi plutôt que de se retrouver dans des situations encore plus précaires. Ouais, d'autant plus que il y a quelque chose d'autre du coup qui est aussi fatal, c'est que le rejet familial, c'est que la famille c'est aussi une unité de production et de reproduction matérielle. Et c'est que perdre le soutien de sa famille, c'est aussi c'est quand même un filet d'insécurité pour beaucoup de monde. Et du coup, la perdre, c'est se retrouver aussi sans rien pour se rattraper si jamais on est dans la galère. Et du coup, il y a des lois qui sont passées récemment. Donc, quelles sont les conséquences des lois qui restreignent l'accès à la prise en charge de la transition avant un certain âge ? Athénaïde, tu voulais en parler ? Oui, absolument. Alors, ces lois, elles avaient été proposées en mai dernier à l'Assemblée nationale par l'extrême droite, si je ne me trompe pas, et du coup qui voulait en fait restreindre l'accès notamment aux bloqueurs de puberté pour les jeunes trans. Un bloqueur de puberté, qu'est-ce que c'est ? C'est un traitement qui permet de retarder en fait la puberté. En fait, pour une personne du coup, soit une personne trans, une personne qui se pose des questions, en fait juste. Je pense quelque chose d'important qu'on disait tout à l'heure, la transition c'est très fluide, enfin ça peut aller dans plein de sens différents, parfois ça peut aller tout droit aussi. C'est réversible en fait. Un bloqueur de puberté, si on arrête les bloqueurs, on a sa puberté. C'est quelque chose en fait qui permet de faire son choix et de pouvoir être à l'aise dans son corps. L'accès à ces bloqueurs en fait, il est important pour les jeunes, mais en général en fait, l'accès au traitement, qu'on ait des moyens en fait pour nos transitions et pour se sentir bien, c'est important parce que se sentir bien, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai les chiffres, c'est qu'en fait en 2022, une étude de 2022 montre que l'accès aux bloqueurs de puberté et aux hormones d'affirmation de genre diminue de 60% la dépression et de 73% les tendances suicidaires chez les jeunes trans et non binaires. Voilà, mais en fait c'est beaucoup. En fait, diminuer la dépression chez les jeunes, c'est hyper important en fait. Et du coup, quand on parle à chaque fois, les réactionnaires se cachent derrière les droits de l'enfance. C'est tout le contraire en fait. Ils veulent pas le bien des enfants. Le bien des enfants, c'est d'avoir les moyens, les bloqueurs de puberté, des espaces pour qu'ils puissent être écoutés, se trouver et tout. Et par exemple, je trouve que ça refait le lien de quand on dit en fait, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Faire des formations dans les écoles primaires. Ça veut dire aux enfants en fait, pas vous devez être trans. Ça veut dire en fait, les choses sont leur dire la vérité, qu'il y a plein de manières différentes d'être les choses et leur donner de l'espace, de la possibilité de se comprendre, de aller de l'avant, de poser des questions, aussi d'identifier des situations où ils seraient face à des violences et du coup d'avoir des pouvoirs. Voilà. Je pense que il y a une question qui est sous-jacente en dessous de tout ça, c'est
C'est le titre d'un très bon article de Paul Preciado, qui défend l'enfant queer. Parce que moi, je sais que... Enfin, j'ai su que j'étais bisexuel, je pense, à 6 ou 7 ans. Dire que l'hétérosexualité... Mettre dans le dictionnaire que l'hétérosexualité, c'est la seule sexualité naturelle, moi, ça m'aide pas à m'épanouir. Et on me défend, en faisant ça, on ne me défend pas du tout. On défend une idée de ce que c'est qu'un enfant. Et c'est un enfant qui se conforme à ce que la société attend de lui. Dans vos 2 associations, du coup, quels moyens sont mis en place pour lutter contre la transphobie qu'est-ce que vous mettez en place comme action? Moi, je peux parler pour MTT. Donc, MTT ou Meufs Trans Toulouse. Nous, à la base, c'est un collectif qui s'est monté autour de la création de cercles de parole. Donc, le cercle de parole, c'est un endroit de dépôt de récits où l'idée, en fait, c'est de se dire qu'on n'est pas... Les personnes qui animent les cercles de parole ne sont pas des psychothérapeutes. Mais par contre, de se dire qu'ensemble, ce qu'on peut s'offrir, c'est une écoute et une validation de nos vécus. C'est une manière de sortir de l'isolement, de créer du lien par l'empathie. Et c'est aussi une manière d'autodéfense face au trauma, dans le sens où des fois, on va entendre une personne parler d'un trauma, d'une violence que nous aussi on a vécue, et on se rend compte qu'en fait on n'est pas responsable de cette violence, mais c'est aussi le nom d'une violence sociale, ou des fois on va entendre une autre personne parler d'un trauma ou d'une violence qu'on n'a pas vécue, qui nous prépare à un jour, si on est dans cette situation, à nommer beaucoup plus vite la violence, et du coup de réduire l'impact du trauma. Après, on a des moments de chill. Les moments de chill sont des moments plus de sociabilisation, on va dire de boire un café, faire des jeux, où il y a quand même un endroit d'accueil, de réception. Ensuite, on a un Discord, c'est un forum, on va dire, sur le Internet ou sur les réseaux. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'on a beaucoup d'isolement dans notre communauté, des gens qui sortent très peu de chez elles, et du coup, c'est un endroit très important où il y a beaucoup de partage. Et il y a eu des formations qui ont été données par MTT aussi sur la transmisogynie, notamment une équipe de roller derby qui s'appelle Pink Block Roller Derby. Il y a eu une création, on a co-créé avec une association qui s'appelle l'ASQF, qui est l'association pour le soin queer et féministe, qu'on vous conseille aussi de suivre, d'un jeu qui leur sert dans une formation pour lutter contre la transphobie et l'accueil des personnes trans dans le niveau professionnel médico-psychosocial. Et ensuite, on fait des prises de parole régulières. Julie, c'est une assez vieille asso, qui est plus vieille que moi, qui date de 96, qui a commencé, c'était une asso étudiante. Depuis, c'est plus une asso d'étudiants, c'est une asso de jeunes en général. Mais voilà, du coup, nous, nos principales activités, c'est ça se rapproche assez des moments de chill de MTT. On a une salle tous les samedis après-midi, et c'est pour se retrouver parce que c'est encore l'enjeu de l'isolement. Et ça, à côté de ça, on n'a pas de cercle de parole, mais on fait ce qu'on appelle des écoutes, où c'est les bénévoles de l'asso. On offre, si jamais quelqu'un a besoin d'une oreille pour l'écouter ou d'une épaule pour s'appuyer, on est là et on fait ce qu'on peut de conseiller. Et moi, j'avais juste envie de te dire, si tu écoutes ce podcast et que tu te poses des questions sur ton genre et que tu as signé garçon à la naissance et que tu n'es vraiment pas sûr, mais que peut-être quand même, tu es vraiment une personne qui est super bienvenue. Et nous, c'est un endroit aussi de lutte, je pense, contre la transmisogynie. Donc, transmisogynie, ça va être, on va dire, c'est quand tu es une femme trans ou une personne transfemme, c'est quand tu vis en même temps de la misogynie et de la transphobie. Sois vraiment bienvenue, que ce soit pour une fois, pour 6 mois, 1 an. Nous, on pense pas qu'il y a des personnes qui sont usurpatrices si elles font le pas de venir. Et donc voilà, si tu écoutes ce podcast et que juste tu te poses des questions et que tu as vécu beaucoup de plaisir en mettant du vernis sur tes doigts ou en portant une jupe et que ça te fait te poser des questions, ou juste que, je sais pas, ce matin tu t'es levé, tu te dis que tu étais belle et que ça t'a fait un peu pleurer et que tu étais émue, viens. Il reste une question qui me paraissait importante, mais on a vraiment 1 minute pour la traiter, donc je vais vous demander de répondre en une phrase. Pour essayer. Quand on est allié, c'est-à-dire une personne cis, s'il y a une action qu'on peut faire pour soutenir la lutte, ça peut être quoi? Moi, j'ai une réponse. Du coup, ce serait donner de l'argent aux assos de support. Il y a une politique en ce moment qui est d'exploser le milieu associatif et de soutien et de solidarité, tout ça par le gouvernement. Du coup, il n'y a plus de sub, il n'y a plus de thunes, donc on a besoin d'argent. Il faut savoir que tout ce travail, on le fait, on n'est pas payé. Des fois, on met nous-mêmes de l'argent pour que ça existe.
Je pense qu'il y a une volonté de s'éduquer sur la transphobie. Inscrivez-vous à des comptes sur Instagram qui parlent des questions de la transphobie. Ne pas laisser la transphobie exister autour de soi. Quand vous voyez une situation, prenez la parole, dites-le, même si vous faites taire et silencier par l'entourage, dites-le, ce sera toujours une graine pour la fois d'après. C'est important et c'est l'endroit où souvent en tant qu'allié, il y a dans la posture d'allié en général sur la question de la transphobie et sur les autres questions d'oppression, il y a une vraie importance à faire le pas et d'ouvrir cette porte-là, c'est très important. Se questionner individuellement sur ce qu'on va appeler les projections transphobes, les projections qu'on va mettre sur les personnes trans autour de nous. Donc, par exemple, pour les femmes trans, essayer de chercher à quel point c'est des hommes, à quel point en fait c'est pas vraiment des femmes, tout ça. Donc, se questionner là-dessus. Est-ce que je traiterai une femme cis de la même manière, tout ça, un peu voir de quoi sont faites. Parce que si vous avancez individuellement, vous pourrez aussi donner des billes autour de vous. Et je pense que déjà c'est pas mal et faire du soutien aux adelphes que vous croisez, aux personnes trans que vous croisez, ça veut dire donner plus de soins et d'empathie à ces personnes-là, de dire si je peux t'aider, c'est quoi que tu as besoin, pour aussi fournir un besoin adapté à la personne. Exactement, et je rajouterais lutter contre l'extrême droite en général, ça semble le mot d'ordre. Ouais, si vous soutenez une personne, faites-le pour la soutenir, pas pour votre ego. Pas juste parce que vous voulez vous montrer à quel point vous êtes bon allié. Parce que quelqu'un qui est bon allié sait qu'il n'a pas à être sur le devant de la scène en permanence. Mais voilà, c'est laisser de l'espace aux personnes trans. Oui, j'aimerais bien dire qu'il y a vraiment un système de valorisation en fait dans les questions des soutiens aux oppressions et qu'on est dans un moment où je pense aussi les personnes qui veulent lutter pour une société plus incluante au niveau intersectionnel. On se met à parler à la place d'eux et qu'il y a vraiment un endroit comme ça à défoncer. Et c'est encore la même question pour moi de quelle société vous désirez. En tout cas, merci beaucoup. Donc, merci à Camille Adèle, à Athénaïde et à Rosa. Merci. Merci énormément pour l'invitation. Ouais, merci de l'invitation. Ouais, merci pour le futur 31, c'est super. Et nous, on se retrouve du coup le mois prochain.